Belle ambiance pour un vendredi en attendant le match des Lions indomptables. Mais nous passons d'abord la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici. J'ai déjà dit sur ce plateau que pour des besoins de sérieux, vous le savez, je ne présente jamais mes dénonciations avant. Vous le savez. Monsieur Yemek encore plus parce qu'on vient à l'émission pratiquement tous les jours, je ne lui en parle pas. Voilà pourquoi je lui disais que sa sagesse de ce matin est très affectée ou peut être très collée à ma dénonciation. Monsieur Ngono, il s'appelle Monsieur Ngono Joseph, il m'a téléphoné, on a longuement discuté au téléphone et il a souhaité que je pose son cas sous forme de dénonciation. Il est issu d'un village très proche de Yaoundé. Il est cultivateur, il vit à Yaoundé, il va au village tous les week-ends pour ses champs. Donc il est commerçant de plantain, macabo, sa femme et lui font du commerce dans un grand marché de Yaoundé, mais cultive au village. Monsieur Ngono se plaint de ce que depuis un moment aujourd'hui, dans son champ, il y a beaucoup de vols. Ses frères du village lui volaient tout le temps du plantain, du macabo et autres. Il s'est dit, bon, je ne vais pas en faire une affaire d'État, je vais aller voir le chef du village pour lui poser le problème. Il est allé voir le chef lui a dit, ok, tout le monde sait ici que toi tu vends en ville. C'est pas normal qu'on te fasse ça. Je vais appeler les chefs de famille et je vais leur poser le problème pour leur demander de parler aux leurs pour que cela n'arrive plus. Monsieur Ngono a dit au chef, merci Sa Majesté, il est rentré sur Yaoundé. Chose promise, chose due, le chef a effectivement appelé tous les chefs de famille pour leur poser le problème et les chefs de famille lui ont dit, ok Sa Majesté, on ira répercuter vos instructions auprès de nos familles. Sauf que le vol ne s'est pas arrêté. Ils ont continué à voler. Monsieur Ngono est revenu dire au chef, voilà encore, viens dans mon champ, regarde, on a cassé ici et on ne prend pas un ou deux régimes, on en prend pratiquement un camp. Ça veut dire que là, on veut me détruire mon business. Moi, j'irai chercher un remède quelque part, je vais mettre dans mon champ. Mais je veux t'informer avant que si jamais quelqu'un attrape quelque chose ici dans mon champ, qu'il ne se plaigne pas. Parce que je suis venu te voir, tu as parlé et personne n'a voulu écouter. Le chef lui a dit, je ne peux pas t'encourager à féticher le champ. Pour moi, en tant que chef, c'est pas de bonne guerre. Mais si tu estimes que tu es offensé, que tu peux faire cela pour te protéger, vas-y. Il est donc allé quelque part et on lui a donné des choses qu'il est venu, il a mis dans son champ. Et donc, 2 jours plus tard, des gens allaient de ce côté-là. Certainement, ils sont rentrés dans son champ et 2 jeunes hommes sont ressortis avec des conséquences. L'un a le pied qui ne cesse d'enfler et l'autre, qui a environ 24 ans, est devenu fou. Et donc, les mamans et les papas du village ont introduit une action en justice contre M. Ngono pour pratique de sorcellerie. Ils me demandent donc, ok, vous en parlez souvent à la télé. Je dénonce d'abord le fait que dans mon village, les gens volent et que je menace, même jusque-là, on n'écoute pas. Maintenant, est-ce qu'on devrait me poursuivre alors que je n'ai fait que protéger mon champ? Donc, il a demandé que ce matin, j'en parle sous forme de dénonciation. Donc, c'est justement des gens qui étaient prédateurs au départ qui sont devenus des victimes à l'arrivée. C'est vrai que c'est un problème très sérieux, hein? Un problème qui fait intervenir plusieurs aspects de la vie, plusieurs aspects du droit, plusieurs aspects de la société, la psychologie, la civilisation et tout ce qui va avec. Bon, comme il y a des sages sur ce plateau, je vais donc d'abord commencer par le premier, M. Cyprien Olinga. Vous avez suivi la dénonciation de bout en bout. Le monsieur a pensé qu'il fallait protéger son champ par tous les moyens. Il a choisi les moyens bizarres. Et les résultats sont là. Votre regard? Je voudrais d'abord vraiment regretter que notre compatriote ait été contraint, parce que j'estime qu'il a été contraint de faire recours à l'ultime solution. Parce que j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'un citoyen camerounais, un jeune camerounais, soit devenu fou parce qu'il est allé voler quelques macabos ou bien quelques régimes de plantain dans un champ. Ça me fait mal. J'ai ensuite beaucoup de mal à imaginer que pour peu qu'un individu soit allé chercher, peut-être qu'il voulait manger,
quelque chose dans un champ qui se retrouve avec un pied qui ne cesse d'enfler. Mais je dois dire à nos compatriotes que, et parce que je peux aussi imaginer que c'est des villageois qui vivent aussi au village. Oui. Au lieu d'aller voler dans le champ de M. Ngono aussi, je pense, ces citoyens nous auraient épargné justement de ce sentiment de déception par rapport à leur situation en cultivant leur propre champ. Parce qu'il n'est pas bon d'être paresseux et d'aller se ravitailler chez le voisin. Quand vous êtes paresseux, quand vous ne voulez pas travailler, vous êtes au village, vous avez tous des lopins de terre, il est mieux de cultiver son propre champ que d'aller de temps en temps ou alors régulièrement piocher dans le champ du voisin. C'est pas bon. Il faut dénoncer le vol parce que ce n'est pas bon. C'est des actes répréhensibles, c'est des actes même à la limite illégaux. Maintenant, notre société, nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous, et il y a toujours des répercussions dans ce genre de situation. Je regrette vraiment que M. Ngono soit allé à l'ultime solution. Alors, pour l'instant, quand même, on dit qu'on a porté plainte contre M. Ngono. Je présume les parents de ce monsieur, de ces deux voleurs. Moi, je pense que les parents... On accuse M. Ngono de pratique de sorcellerie. Alors, sur le plan du droit, est-ce qu'une telle plainte peut prospérer? Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'estime quand même qu'une telle plainte peut prospérer dans la mesure où nul ne peut se rendre justice. Évidemment, si M. Ngono... M. Ngono devait se rendre justice comment? Il est allé voir le chef. Le chef a parlé au village, on a dit que le chef était un fou. Les gens ont continué à aller voler. Monsieur Ngono devait faire quoi? Non, on devait... Peut-être que M. Ngono aurait dû procéder autrement. Et il aurait dû rechercher... Est-ce que M. Ngono devait aller auprès d'une brigade ou d'un commissariat? Et maintenant, les policiers devaient commencer à venir monter la garde dans son champ tous les soirs. Je veux savoir, c'est comme M. Ngono devait faire. Il pouvait toujours mettre quelqu'un là pour monter la garde, naturellement. Ah bon? Oui, il pouvait et choisir. Et qui doit payer cette personne? Ben, écoutez, quand vous voulez protéger votre bien, n'est-ce pas, vous prenez toutes les dispositions. Et il a jamais pris ces dispositions-là? Non, mais en allant chercher des trucs chez Alain Mimbou. Oui. Et non, ça, c'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il aurait pu chercher, il y a des gars qui sont là, des gardiens qui sont... Il faut leur donner de l'argent. Et puis, ils viennent là, et puis, même si c'est pour une semaine, ils allaient attraper le voleur en une semaine, et puis ils auraient traîné ce voleur-là, justement, en justice, je crois. Donc, je dois dire quand même que la plainte peut prospérer pour pratique de sorcellerie dans la mesure où M. Ngono s'est rendu justice en allant lui-même chez Alain Mimbou pour envoûter, je suppose. Hein, merci beaucoup. Les voleurs. J'ai dit que c'était une dénonciation qui avait plusieurs volets à pouvoir analyser. Les experts en droit, nous en parlerons tout à l'heure. C'est vrai que Bernardo est là, il nous collera aussi un mot. Parce que pour moi, c'est une grande préoccupation. Sur le plan du droit, est-ce que M. Ngono peut être condamné? On essaiera de comprendre. Mais en attendant, je passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque tu travailles, c'est pour à un moment donné récolter le fruit de ton dur labeur. Mais vous travaillez, les autres viennent plutôt récolter. C'est quand même frustrant. Oui, mais M. Ngono peut être condamné sur le plan du droit, déjà parce que lui-même a prévenu qu'il ferait cela, et que jusqu'aujourd'hui, à ce qu'il semble, il avoue être l'auteur. Mais il aurait pu ne rien dire que établir la causalité serait difficile. Ça, c'est d'une part. Il a encore tout... Moi, je crois que si on peut sauver ces gens-là, qu'ils servent déjà d'exemple, je ne demande pas à M. Ngono d'enlever ce qu'il a mis dans son champ. Ah bon? Non, non, non. Chaque culture, c'est pas parce que nous avons perdu nos valeurs, chaque culture a ses mécanismes de coercition. C'est comme... En Afrique, ça se faisait comme ça. Donc, M. Olingala dit, vous n'êtes pas jeune là-bas au village pour aller voler dans les champs des gens. C'est pas ça votre rôle. Je parle parce que j'en suis une victime, vous savez aussi. Ah bon? Oui, oui. Oh là là. Moi, je n'ai pas encore pris la décision de M. Ngono. Parce que vous n'êtes pas loin de là? Je suis dans le village des gens, mais je vous assure que les gens me font voir les vêtements et les pas mieux. Ils savent même que je suis dangereux. Ils s'en foutent. Ils disent qu'ils veulent d'abord voir. Tu peux pas, non, ils disent que tu ne peux pas venir tuer nos enfants ici. Ah bon?
Je vous prends simplement un exemple. Il y a un jeune gars qui devait me faire du charbon. Nous avons investi 600 000 dans des foyers, des fours de charbon. Il a fait brûler le charbon jusqu'à la centre. Nous nous attendions à près d'1 million quelque chose et tout ça est allé en fumée. Oh là là. Mais il ne l'a pas fait volontairement. Il l'a fait volontairement. C'est-à-dire il a allumé les fours et il a refusé d'éteindre. Mais attends, c'était ton employé? Oui. Et pourquoi il le fait? Il me dit que ça l'a énervé parce qu'il m'avait demandé une sorte d'entonnoir avec trou. Je lui ai envoyé une entonnoir sans trou et lui il a vu que c'est pas ça qu'il m'avait dit. Incroyable. Ouais. Je lui ai porté plainte au niveau de la brigade d'Hawaï. Ensuite, j'ai laissé la plainte. Il y en a beaucoup comme ça. Vous voyez? Et je vous assure, vous investissez beaucoup d'argent. Et les gens, quand M. Olinga s'amuse à dire, vous ne pouvez pas mettre des gardiens, c'est des gars qui volent même de nuit. Bien sûr. Donc, vous allez payer ces gars. Après avoir investi, par exemple, sur 5 hectares, vous avez dépensé à peu près 8 millions de francs. Il vous faut maintenant recruter des gardiens de jour et des gardiens de nuit pour votre récolte. Moi, je crois que ce produit-là ne demande pas autant d'argent. Le produit qui a handicapé ces deux-là. Oui, il faut que les gens aient peur de faire le mal. Surtout les jeunes gens. Et vous verrez que c'est des jeunes gens capables de travailler. Donc, s'il y a moyen de les sauver, de les soigner, qu'on les soigne, mais qu'ils servent d'exemple pour que les autres jeunes du village n'aillent plus jamais dans le champ de M. Ngono. Mais je dis encore à M. Ngono de se préparer à devoir causer d'autres victimes. Parce que les familles qui sont allées lui porter plainte n'ont pas pensé à dire à leurs enfants de ne pas aller voler chez les gens. Dites à vos enfants que le bien d'autrui est sacré. On peut y trouver la mort. Vous êtes maintenant, vous vous rappelez que vous êtes des parents, que vous savez qu'on interdit les pratiques de sorcellerie. Si M. Ngono était lui-même sorcier et qu'il n'avait pas besoin d'un autre sorcier, vous l'auriez su comment? Donc, éduquez vos enfants, sinon, c'est des proies que vous jetez. Un enfant qui commence à aller prendre les biens d'autrui, les parents doivent déjà creuser sa tombe et commencer à attendre le jour de la mort. Il n'a même pas besoin d'un cercueil. Oui, c'est clair. Si vous laissez, vous savez que vos enfants vont voler les biens d'autrui, vous pouvez faire leur deuil. Merci Pierre Blériot-Niemek. Bernardo, dans nos villages, c'est devenu grave. Et ils sont nombreux, parce que depuis un certain temps, au Cameroun, ils sont nombreux qui se sont lancés dans l'agriculture. Et ils ont vraiment estimé qu'ils devaient faire une agriculture un peu plus sérieuse. Voilà pourquoi vous verrez, comme nous disait tout à l'heure Blériot, il y en a qui investissent des millions. C'est-à-dire qu'ils prennent même des crédits dans des banques. Ils prennent 10 millions dans une banque. Il dit, je m'en vais à un endroit investir pour l'agriculture. Et il a fait un certain nombre de calculs avec des experts. Il dit, bon, on peut investir 10 millions. Au bout, par exemple, d'1 an, vous aurez peut-être 30 millions. Et le gars, il a fait ses programmations. Il doit rembourser cet argent, par exemple, à la banque, ou bien, je ne sais pas dans quelle tontine. Après avoir autant investi, il y a donc des gars au village, des plaisantins. Des plaisantins, comme dit Blériot, qui sont experts en kitoko et en odontol, qui pensent qu'ils doivent venir se ravitailler dans ton village. Et ils viennent même, comme vous le disiez, ils n'abattent même pas, je sais pas, un régime de plantain. Tu arrives un beau matin, on a pris par exemple 40 régimes de plantain. Ouais. Est-ce que c'est vraiment pour aller manger 40 régimes de plantain? Tu comprends qu'ils viennent se servir dans ton champ pour aller vendre. Et c'est parce que vous sortez par là que je vais humblement dire à M. Olinga que je ne peux pas être d'accord avec son point de vue lorsqu'il dit que les gens allaient juste prendre 1 ou 2 macabos pour manger. Parce que M. Ngono vous précise même que s'il venait trouver qu'un régime ou 2 venait à manquer dans son champ, il se serait dit, bon, on peut perdre... On n'observe même pas quand on a des hectares, on n'observe même pas quand 2 ou 3 régimes. Il a 6 hectares, voilà. Valentin de Macabo. Donc il estime que ceux qui voulaient le faisaient en très grande quantité, ce qui a provoqué son Et c'est ça justement qui est scandaleux de ce point de vue. Ils ne sont pas pardonnables sur ce point de vue. Voilà. Si c'était juste pour manger un peu, encore que même pour manger, ils auraient dû cultiver eux-mêmes. Ou même demander. Mais pour manger même, quand vous êtes un agriculteur, vous faites des saraka au village, vous-même. Bon, parfait. Ici, sur le plan juridique, sur le plan pénal, M. Niemek l'a dit, l'aveu peut conduire à une présomption de culpabilité. Et l'article 251 du Code pénal camerounais prévoit la condamnation de 2 à 10 ans
et d'une amende ou d'une amende de 5 000 à 100 000 quiconque sera coupable de pratique de sorcellerie. La difficulté est simplement qu'en pratique, il est compliqué de constituer l'infraction pratique de sorcellerie. Mais quand il y a déjà un aveu, vous voyez qu'il y a un commencement de charge qui peut donc appeler la justice à déterminer qu'il y a eu pratique et donc condamner le mis en cause. Bon, maintenant c'est vrai, attendez, je reste avec toi. Hein. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas au tribunal, mais j'aimerais assister à ce genre de procès, voir peut-être un avocat qui va défendre M. Ngono. M. Ngono est d'abord allé voir le chef du village. Il s'est plaint. Le chef du village a passé une communication au village pour qu'on arrête d'aller voler dans les champs. Avant que Bernardo ne continue, oui. Nous parlons de pratique de sorcellerie, mais la chose sera très corsée. Je suis allé pratiquer la sorcellerie où? Dans mon champ. Non, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie, j'ai protégé mon champ. Voilà. Est-ce que les gens sont supposés violer l'intimité de mon champ? C'est là où j'en venais. Parce que je renvoie voilà. M. Bernardo. C'est-à-dire, moi, je suis venu faire les choses dans mon champ. Ouais. Dans mon champ. Je ne suis pas allé sur le champ du voisin. Ouais. J'ai fait les choses. Je n'ai même pas fait sur la route. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait sur la route. C'est-à-dire que bon, un enfant parlait donc à l'école, du fait de mes pratiques, l'enfant tombe. Voilà. C'était dans mon champ. Et quelqu'un m'a entré dans ce champ-là pour venir voler. Et il a écopé, monsieur le juge. Où est-ce que je suis condamnable? Vous comprenez donc que c'est tout l'intérêt du procès. Parce que pour ceux qui ont introduit l'affaire, qui ont déjà été enrôlés, ils devront prouver par devant le juge que M. Ngono a pratiqué de la sorcellerie. C'est comme mettre son chien dans sa maison. Si je mets le chien chez moi et que le bandit escalade et vient voler mon chien le mord, le bandit. Mon chien le mord, on dira bel exemple. On ne dira pas que j'ai causé un homicide involontaire. Non, parce que la réalité, je n'ai fait que protéger ma maison en y mettant un chien ou des fils barbelés électriques comme Claudie me rappelait encore le matin. Donc clairement, il sera difficile à terme, à l'issue du procès, de faire condamner M. Ngono. Il faut quand même le relever. Je dois dire, avant que nous poursuiviez, j'ai besoin des avis des experts en droit, des magistrats, des avocats. Intervenez, on va lire. C'est un bon cas d'école. Même notre ami commun, Blérieux et moi, le procureur, je suis sûr que le procureur, essayez de nous éclairer. Déjà nous éclairer. Maintenant, sur le plan purement social, parfait ici, le droit que je m'octroie d'offenser volontairement et consciemment quelqu'un est le droit que j'octroie à cette personne de se venger. Ça veut dire, lorsque je fais du mal à quelqu'un, je dois simultanément intégrer que j'accorde à cette personne le droit de se venger. Parfois, pour éprouver ce que l'autre ressent, il faut subir ce que l'autre également a subi. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui, victime d'offense, décide à un moment donné de se venger. C'est humain. Même si on va dire après, pour les considérations religieuses ou spirituelles, qu'il faut tout confier à Dieu, entre guillemets, parfois laissons Dieu là-bas, résolvons nos problèmes ici. La conséquence enseigne mieux que nos conseils. Deuxième chose, on néglige souvent la portée de nos actes. On oublie que lorsqu'on prend de tel nombre de régimes dans le champ de quelqu'un, ce sont ses enfants peut-être qui n'iront plus à l'école du fait de ce manque, sa femme qui peut-être va le quitter du fait du manque d'argent, lui-même qui verra son commerce être complètement liquéfié, et ça va lui créer beaucoup de problèmes. Donc à un moment donné, il faut que les gens aient conscience de ce que les actes qu'ils posent ont des conséquences dommageables, sauf que pour les bandits généralement, ils n'en prennent pas conscience, ils sont mus par la compulsion de ce qu'il faudrait faire du mal. On vous rappelait hier que l'âme est plus négative à la base que positive. Pour ces gens qui volent et qu'on n'attrape pas, à un moment donné, ils estiment être forts jusqu'au jour où on l'attrape, où on les attrape. Et pour moi, ça peut choquer. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pardonne beaucoup. Pour moi, les humains ne sont presque jamais désolés. Ils ne sont désolés que lorsqu'on les a attrapés. Vous allez chuter. Quelqu'un peut faire du mal 10 ans. Tant que tu ne l'as pas attrapé, il n'est pas désolé. C'est le jour où tu l'attrapes qu'il demande pardon. Être désolé, c'est être conscient de ce que j'ai posé un acte négatif au départ, et bien que personne ne m'ait vu, j'ai pris sur moi de ne plus le poser. Donc tant que quelqu'un vient soumettre son pardon au fait que les autres l'aient attrapé, il n'est pas sincère. Et pour finir, pour les agriculteurs, le principe n'est pas de féticher le champ. Le principe est de cultiver. Mais exceptionnellement, si des personnes vous contraignent à employer des méthodes fortes,
vous devez les employer pour votre propre sécurité. Merci. On prend également le regard de Patrick Bala, qui n'est pas donc parti. Patrick est resté avec nous. Il est tombé amoureux de notre plateau. On l'a compris. Donc, Patrick Bala, vous avez suivi de bout en bout la dénonciation et les interventions des uns et des autres. Vous vous situez à quel niveau? Bon, c'est vrai que Bernardo, sur le plan du droit, a déjà tout dit. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que le problème de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de littéraires. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a également des littéraires, mais qui sont des littéraires exploitants. Mais nous ne sommes aucunement des littéraires exploitants, nous sommes des littéraires consommateurs. Et dans ce cas de figure, le droit a ceci de particulier, c'est qu'il est tellement flexible à un certain niveau selon la sensibilité de celui qui utilise justement cette arme de droit, qu'on a tendance justement à se retrouver dans ce genre de cas de figure dans ce pays. C'est vrai que quand Bernardo était en train d'illustrer cette dénonciation-là, moi j'avais envie de... Ce qui m'est venu à l'idée, c'est que le monsieur, au lieu même d'aller voir, parce qu'il a été trop protocolaire en allant voir les chefs. Moi, je lui aurais même suggéré, moi j'aurais très rapidement, comme je n'ai pas cette méthode que lui il a eue, je prenais simplement des tissus rouges. Et puis j'essayais de mettre ça. Tu crois que les gens. Elle va dire un truc, Patrick. Les enfants, il y a des gars là, les tissus, comme les blaireaux. Ils ont soit les antidotes. Voilà. Donc sur le tissu rouge, bon, il faut pisser sur le tissu rouge là. Après tu anéantis le pouvoir. Et non, mais plus peur de vos tissus rouges. Donc en fait, je le dis pourquoi. Je le dis pour faire simplement montre de ce que, pour moi, le monsieur a eu la bonne tenue. C'est-à-dire que essayer de protéger son champ par la suite, ça a été la meilleure des actions. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que lorsque lui, il est allé voir le chef pour dénoncer, le chef, en allant voir ces personnes, personne n'est revenu voir le monsieur pour dire que vraiment, moi j'ai remarqué que mes enfants faisaient ceci, vraiment j'ai parlé à mes enfants, ils ne vont plus le faire, vraiment on s'excuse. Personne n'a rien dit. Personne n'est même revenu vers le monsieur qui est encore allé revoir le chef. Pour une deuxième fois. Mais j'ai dénoncé ceci. Et là je pense que je vais passer à la méthode forte. Voilà. Le chef a essayé de conseiller pour lui dire par après que bon, si tu trouves que c'est l'ultime solution, vas-y, mais je ne te conseille pas. Mais comme c'est toi qui souffres et que je ne peux pas souffrir à ta place, bon, fais comme tu as décidé de faire. Et le monsieur allait faire comme il a décidé de faire. Et ça a pris les malheureux contrevenants. Et aujourd'hui, on estime qu'on doit rendre justice. Je veux dire que c'est même d'abord très malhonnête pour ses parents. C'est-à-dire que ses parents sont en train d'encourager les enfants à une chose, la pratique du vol. Je dis que quand vous retrouvez des... Normalement même, ce qu'on devrait faire vis-à-vis de ces personnes, c'est qu'on diminue juste la dose. C'est-à-dire que celui qui est devenu fou devient moins fou. Et celui qui a eu le pied enflé, on diminue juste de moitié. Mais on continue avec ce problème. Comme ça, il aura au moins... Il restera avec des séquelles. Oui. Lisons que les messages des téléspectateurs. Bonjour parfait à tout ton panel. Les victimes de M. Ngono seront punies selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil. Les parents, en allant porter plainte contre ces derniers, ont plutôt creusé la tombe de leurs enfants voleurs. C'est Dave Landry depuis Guidère qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, le grand perfecto, s'il vous plaît, dites à M. Ngono que j'ai besoin de son contact ou de celui qui lui a dit... Voilà. Moi, je savais que M. Ngono ferait des émules. La pratique de M. Ngono est puissante. Oui, parce que les gens en souffrent. Oui. Dites à M. Ngono que j'ai besoin de son contact ou de celui qui lui a donné ses fétiches pour son champ. Je veux également protéger mon champ au village. C'est Annette depuis Douala qui envoie le message. Bonjour, monsieur Aïssi.
et à votre excellent panel. Relativement à la dénonciation faite par M. Basson, le village peut effectivement intenter une action pour pratique de sorcellerie, mais la question de l'imputabilité et l'élément matériel pourront difficilement être retenus contre M. Ngono. Les pratiques en question ne visaient pas des personnes déterminées. Il lui suffirait, s'il est bien défendu, d'indiquer qu'il s'agit de simples coïncidences parce que ces propos visaient simplement à intimider les éventuels voleurs. En bon juge, je requalifierais donc en menace sous condition. Tel est mon avis. Maître Bessala, avocat depuis Yaoundé. Merci déjà pour cet avis d'un des avocats. On attend encore les avis des autres hommes de droit. Mais en attendant, on part au 229. C'est le Bénin. Les voleurs ne sont pas excusables. Mon père avait été victime de vol. Des individus ont vidé notre salon quand j'étais plus jeune. Sans se plaindre, il est allé au village et est revenu avec un balai travaillé qu'on a accroché à l'arbre de la maison. Un mois plus tard, un autre voleur est venu. La domestique l'a trouvé en train de balayer et de rebalayer la cour. On l'a laissé faire jusqu'à 14 heures, épuisé au bord de l'évanouissement, avant de le conduire à la police. C'est Francky depuis le Bénin. Voilà. Non, vous savez qu'au Bénin, ce genre de pratique. Au Bénin, Dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, on ne fait Là-bas, plus c'est sérieux. c'est hein. sérieux. Je vous l'amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Perfecto, je pense que tu dois augmenter 30 minutes de plus pour Espace Mini. 30 minutes, c'est petit. Et surtout que la revue de presse absorbe au moins 15 minutes. Pour la dénonciation, je dirais que M. Ngono n'a rien fait de mal. Il n'a attaqué personne, mais il n'a fait que se défendre. Il a juste protégé ses terres de la même manière qu'une banque ou une présidence de la République est protégée. Ici, en Algérie, il y a des grosses résidences qui sont protégées avec des barrières ultra-électriques. Et celui qui ose pénétrer par infraction, le courant le tue. Pourquoi dans ce cas, on ne parle pas de sorcellerie? M. Ngono a le droit de protéger ses terres. Tout comme une banque protège ses murs, bien fait pour ses bandits, et que la famille de ses malfrats et de ses voleurs aille se faire cuire un œuf ailleurs. Dans mon village à l'ouest, un proverbe dit, quand tu écrases les arachides d'un aveugle, il faut le faire en chantant. Ouais, vraiment, joli proverbe, hein? Quand tu écrases les arachides d'un aveugle, il faut le faire en chantant. Vous comprenez? En fait, pour qu'il soit sûr que tu n'es pas de manger. Autre message ce jour. Bonjour le grand maestro Perfecto et à tout le panel. Pour la dénonciation, le principe en droit camerounais est qu'il est interdit de se rendre justice et que seule la force autorisée est appelée à le faire. Quand on vole, c'est un délit et la loi punit cela. Idem, quand on fait un champ, quand on achète une voiture, un téléphone, il faut s'attendre à ce qu'on soit volé. Si la loi était inutile, l'anarchie ferait que le monde soit une jungle. Féticher son champ est un crime, tout comme le policier qui tire sur un suspect non armé. Le fétiche est d'abord une pratique de sorcellerie qui est formellement interdite par la loi. Il n'y a aucune excuse de tuer un voleur sans que ce ne soit l'État qui le fasse, car lui seul a cette prérogative. C'est pas parce qu'on dénonce le voleur arrêté qu'on ne l'est pas, soit quand on n'est pas attrapé. Monsieur Ngono mérite la prison. C'est King de Yaoundé. Sauf que j'aimerais qu'il nous présente ici Le débat est ouvert. la disposition qui interdit formellement et expressément de féticher son champ. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on est en matière pénale et l'application des lois est stricte en matière pénale. On ne suppute pas. On n'est pas en matière civile où on peut tergiverser. Donc il nous précise une disposition peut-être du code pénal qui précise que féticher son champ est interdit au risque de ce que pénalement tu es passible de telles sanctions. Alors, je peux lire. Procureur a réagi? Bien sûr. Ok, lisons la réaction d'un de nos amis procureurs. Article 251, sorcellerie. Est puni d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou l'équilibre public, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui, même sous forme de rétribution. Est-ce que M. Ngono a fait ça? Oui. Il sera condamné, mais il peut avoir de larges circonstances atténuantes. Ngono ayant donc ses victimes actuellement, il devrait pouvoir porter plainte contre elles pour vol, puisqu'il a la preuve que ce sont elles.
Voilà la réaction de nos amis procureurs. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Voilà. On y a encore d'autres réactions. Bonjour, Perfecto. S'il vous plaît, comment contacter monsieur Bernardo Basson pour une dénonciation importante? À voir si possible ses lignes téléphoniques. Merci. C'est Jorel Zan depuis Nkouaban. Des cœurs. Il faut demander à Jorel de m'écrire sur Twitter. Voilà. Vous avez eu la réponse. Lisons rapidement 2 ou 3 dernières réactions. Hein. Bonjour, Perfecto. La vraie sorcellerie, c'est d'aller voler dans le champ d'autrui et porter plainte après. C'est Ngozo 3, l'opticien Mindef depuis Yaoundé. Moi-même, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la pratique de sorcellerie. D'envoyer ses enfants voler dans les champs des gens pour porter plainte. Bonjour à vous, juste pour vous dire que j'ai besoin du numéro de monsieur Ngono. Ils m'ont vidé en poulailler de 700 sujets le 23 décembre. Voilà. Monsieur Ngono va travailler beaucoup d'argent. Vous voyez donc le parfait ici. Même la position du procureur qui, sur le plan légal, est correcte, ne résout pas le problème. Non, le procureur dit ce que dit la loi. Le procureur lui n'a dit que ce que dit la loi. Maintenant, il nous a même dit que M. Ngono bénéficierait de beaucoup de larges circonstances atténuantes. Ah ben ça suffit. Et vous voyez bien que la loi prévoit 5 000 à 100 000 d'amende. Si on condamne M. Ngono à payer 100 000 francs d'amende, ça fait quoi? Ou 20 000 d'amende. Alors, Landry Chemont est au rendez-vous pour donner aussi son avis sur ce petit débat qui est né, débat juridique. Bonjour, Perfecto. Même si M. Ngono gagne le procès, il ne peut plus être à l'aise dans ce village. S'il n'est pas fort, il risquerait de quitter ce village et abandonner ce champ. Par ailleurs, la petite erreur de Ngono, c'est de ne pas laisser un message à l'entrée du champ qu'il est fétiché. C'est Landry et Chemont. Moi, oui, par rapport à ça, je dis à Landry que le conseil que je donne à Ngono, c'est de frapper encore les parents même. De la même manière. Voilà. Il faut que ce soit les gens du village qui commencent à le craindre. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Un autre monsieur qui donne son avis sur le débat juridique. L'infraction de pratique de sorcellerie est très difficile à caractériser au regard de ces éléments constitutifs que la preuve de ces pratiques sont souvent floues. Mais pour le cas d'espèce, M. Ngono peut être retenu dans les liens de la prévention de l'infraction de pratique de sorcellerie au regard de son aveu qui est la reine des preuves en droit pénal. C'est un délit prévu par l'article 264 du Code pénal au Congolais. C'est juge au tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui nous envoie ce message. C'est au Congo là-bas. Espace miné. J'ai demandé l'avis des magistrats. Il y a des magistrats du Congo. Mais tu crois que l'espace miné c'est pour le Cameroun? International. Tu vois seulement les magistrats du Cameroun. Il est juge au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Quand nous serons à Pointe-Noire, nous irons le saluer. En passant, j'ai oublié de vous dire, il y a un téléspectateur d'Espace Miné qui est au Maroc, qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il souhaite nous inviter au Maroc tous les 3, tout frais payés, il supporte les frais. Ah bon? Oui, Mais ils ne sont pas que 3, vous n'êtes pas que 3, j'ai fait la revue de presse. Bon, Patrick, je te dis des choses comme M. Ngono. Bon, c'est ce qu'il m'a écrit. Merci beaucoup. Je vous en parlerai. De toute façon, on en parlera en off. Mais ce sera très difficile de voir 3 costauds quitter comme ça le plateau pour le Maroc. Mais on verra ce qu'on peut faire. À tout de suite pour la suite.